Alors je le disais, ce livre, L'affaire d'Hénin-Beaumont, miracle judiciaire est-il possible? Jean-Pierre Cruzet, vous en êtes l'auteur. Quelle est la vocation, la volonté de départ de ce livre? C'est une contre-enquête par rapport au livre bien connu, Rose Mafia, qu'on a connu de Gérard Dallongeville. C'est pour appuyer, étayer un peu tout cela? C'est une contre-enquête. J'ai rencontré un peu tous les interlocuteurs qui étaient mis, tous les acteurs de cette affaire. Oui. Et j'ai voulu répondre d'abord à une question. Y a-t-il eu ou non à Hénin-Beaumont un financement du Parti socialiste? Deuxième question à laquelle j'ai voulu répondre, que tout le monde se posait, est-ce que Gérard Dallongeville s'est enrichi personnellement? Donc, alors les réponses doivent être dans le livre, mais aujourd'hui, si vous devez nous les dire. La première, c'est que dans tous les dossiers qui ont été évoqués, de loin ou de près, il n'y a jamais été question du Parti socialiste. On peut exclure un financement du Parti socialiste à Hénin-Beaumont dans le cadre de l'affaire de Gérard Dallongeville. Concernant son enrichissement? En ce qui concerne son enrichissement, j'ai eu des témoignages que j'ai recueillis. Bon, les gens ont conservé, m'ont dit des choses quand même assez graves dans le livre que j'ai repris avec leur autorisation. Bon, maintenant, eux, ils sont à la disposition de la justice, mais ils ne souhaitent pas que je cite. J'ai déjà refusé à plusieurs reprises pendant des mois à signer parce que ça me paraissait un peu administrativement choquant, les procédures. Et puis, donc, j'ai saisi les services régionaux de la police judiciaire. Et qui, entre nous, étaient déjà un peu informés de ce qui s'y passait, mais ça a permis d'accélérer sans doute l'affaire. Quel montant pour ces fausses factures? Est-ce qu'on peut déjà donner un chiffre? Le parquet, la procureure, à l'époque c'était une dame de Béthune, estimait environ 4 millions et demi de détournement de fonds publics. De fonds publics, forcément. De fonds publics, oui. Ouais. Au niveau de l'enquête, aujourd'hui, vous savez où on en est? Oh, il y a ne serait-ce que pour les indemnités, la mairie s'est portée partie civile. Rien que si je prends le montant de ce qui est réclamé, on est autour de ces sommes-là. D'accord. Ouais. Aujourd'hui, vous, dans ce livre, avec l'affaire, vous demandez, la question c'est un miracle judiciaire est-il possible? Pourquoi vous parlez de miracle? Mais parce que bon, les protagonistes ont été condamnés assez lourdement, oui. Et ils font appel. Et donc la question, c'est de dire, est-ce qu'en appel, il y aura des éléments nouveaux qui pourraient infléchir le jugement de première instance? Pour moi, c'est non. Je veux dire, dans les affaires qui concernent, bon, pour Jean-Pierre Cucheda, on a bien vu qu'il n'y a pas d'enrichissement du Parti socialiste, de financement du Parti socialiste. On est plus au niveau d'une affaire personnelle. Donc je pense que de ce côté-là, rien ne viendra. Et même s'il y avait, il n'y a aucun lien avec Hénin-Beaumont. Je veux dire, c'est pas parce que Jean-Pierre Cucheda finance le Parti socialiste que les détournements de fonds d'Hénin-Beaumont ont servi au Parti socialiste. Donc, voilà. Aujourd'hui, vous ne défendez personne ou n'attaquez personne? C'est juste le système aussi. Ce livre, je le dis, il est ni à charge ni à décharge. Bon, par contre, si, il y a quand même une critique d'une certaine génération d'élus, que moi j'appelle les élus qui viennent de l'école du pot de vin. Ils ont fait de la politique leur profession. À partir de là, il faut se faire réélire pour vivre, par quels que soient les moyens. Donc il faut des moyens pour faire du clientélisme, pour faire de la com, et puis aussi pour... c'est pas parce qu'on est élu qu'on a fait vœu de pauvreté, alors on va pas mettre tout le monde non plus dans le même panier, mais puisque ça existait à Hénin-Beaumont et ailleurs en France... Mais il y a toute une génération comme ça qui croit que le suffrage universel les met un peu au-dessus, l'option du suffrage universel les met un peu au-dessus des lois. Ça, c'est une philosophie qui a duré pendant pas mal de temps. Mais il y a toute une génération de nouveaux élus, des nouveaux, des jeunes, etc., qui vraiment sont très éloignés de ce type de pratique. Est-ce qu'on va vraiment apprendre de nouvelles choses, de nouveaux éléments avec ce livre, par exemple, pour tous ceux qui ont suivi l'affaire et qui ont lu Rose Mafia, on a un contrepoids et bon, dans Rose Mafia, sans être ouvert méchant, bon, on a acheté comme ça on a des affirmations. Aucune, aujourd'hui, n'a été prouvée. Il n'y a pas la moindre preuve. Là-dedans, moi, j'amène des éléments nouveaux, des éléments nouveaux. Notamment, je pense que tout ce qui concerne Claude Chopin, vous savez, c'était le premier adjoint de Gérard Dallongeville. Lui, il a été condamné uniquement parce qu'on lui avait donné des délégations et qu'il a signé. Bon, là, j'amène des éléments qui pourraient... Il n'a pas fait appel, d'ailleurs, lui, mais qui pourraient remettre en cause le procès. On pourrait dire légitimement, il y a un vice de procédure, on pourrait refaire le procès de Claude. Ce livre, il est à la destination des contribuables, en fait, des personnes qui habitent la région, Hénin-Beaumont aussi, pour les juges, pour aider. Voilà. Il est destiné à... Je poursuis mon chemin de déclencheur d'alerte. Voilà. Eh bien, merci d'être venu nous en parler, Jean-Pierre Cruzet. Un miracle judiciaire est-il possible? L'affaire d'Hénin-Beaumont, voilà ce livre aux éditions Sésame. Édition, merci d'être venu sur ce plateau.
Samedi Info, le 37e que nous consacrons à l'actualité politique, économique, sociale, sportive, associative. Et là, il est plus particulièrement question de politique, et pour en parler avec nous, Jean-Pierre Cruzet. Ayant trait à la sortie d'un livre, l'affaire d'Hénin-Beaumont, un miracle judiciaire est-il possible? Point d'exclamation. Et alors, vous y êtes présenté dans cet ouvrage comme l'homme par qui le scandale est arrivé. Qu'est-ce qui a fait que cette formulation se soit vérifiée? Est-ce que cette réputation est justifiée? Bien écoutez, je pense que oui. Alors, je vais vous expliquer comment les choses se sont passées. À Hénin-Beaumont, Gérard Darmongy, il a été élu maire en 2008, un réélu maire grâce à une liste du nom de la gauche. Et donc, je suis élu. Et comme élu, il me délègue les finances. Conseiller délégué aux finances. Je découvre, on me fait signer des bons, des factures. Ah, vous êtes au cœur du dispositif. Donc je dis non, je ne signe pas. Je suis un ancien, enfin je suis un fonctionnaire, même un haut cadre, puisque je suis administrateur territorial. J'ai fait 37 années de direction générale des services. Bon, je connais quand même un peu. Donc je dis ça, je ne peux pas signer. Il y a quelque chose qui se passe dans les services qui ne vont pas. Donc je renvoie tout ça au DGS, aux services financiers, etc. Et rien, pas de retour. On ne remet plus. Très rapidement, on ne me donne plus rien à signer. Un jour à mon bureau, mais alors pas au bureau de la mairie, à mon bureau d'élu, mais à mon bureau de directeur à la communauté d'agglomération d'Hénin-Carvin, j'ai le directeur général des services et le directeur financier qui viennent me voir. Parce que vous êtes peut-être le seul, depuis le temps qu'on a sollicité que tout le monde, attirer l'attention de Marie-Noël Liemann, d'un tel. Ils nous ont dit attendez, bon c'est pas grave, ça va s'arranger. Ils me disent tout ça, c'est des fausses factures. Et ils me disent c'est vraiment l'epsilon ce qu'on vous donne par rapport où depuis des années et des années que nous, malgré les alertes que l'on peut faire, les élus, l'ESRALI, bon moi je suis allé directement voir le directeur de l'SRPJ, je leur ai dit voilà ce qui se passe, ils ont vers. Alors, cette affaire qui est une affaire qui est devenue nationale, une affaire de financement du Parti Socialiste, le tribunal correctionnel de Béthune a rendu son jugement, c'était en août 2013, et donc le maire de l'époque, M. Darmongy, c'est bien lui dont on parle, a été condamné à 4 ans de prison, dont 3 fermes, de 50 000 € d'amende. Il a fait appel, donc je suppose qu'il y aura probablement... Alors le procès en appel devrait se dérouler du 8 au 19 décembre 2000. Vous allez jusqu'à dire qu'il n'y a pas eu de financement du parti. C'est ça votre théorie? À Hénin-Beaumont, les détournements de fonds de 4 à 5 millions d'euros, non, il n'y a pas eu un copec pour le parti. Alors vous êtes sévère dans votre ouvrage avec Marie-Noël Liemann, qui a été à un moment donné pressentie pour faire la suite de M. Mélic à Béthune. Et elle a joué un rôle à votre idée qui n'a pas été à la hauteur de ce qui lui était annoncé au départ. Marie-Noël Liemann, elle incarne ce que le politique tel que le rejettent tous les citoyens. Je veux dire, c'est une professionnelle de la politique, elle n'a pas de conviction, elle est à gauche comme elle aurait pu être à droite, etc. Elle vit de la politique. Ancienne maire d'Athis-Mons. Elle s'est fait chasser d'Athis-Mons parce que... fait grave, s'est fait chasser d'Athis-Mons suite à un rapport d'une célérité extraordinaire. Et Hénin-Beaumont, c'est rien à côté. Pour sa gestion, bon, à l'époque, je le dis dans le livre, je pense qu'elle a bénéficié de certaines solidarités, elle était ministre du Logement, on n'a pas trop voulu... mais dès qu'elle n'a plus, on lui a dit de partir ailleurs. Elle a atterri à Béthune, elle est passée à Béthune, elle a divisé la section socialiste, enfin elle a semé la pagaille, et d'ailleurs Béthune s'en est jamais encore... Conseillère régionale, il me semble qu'elle a été... Oui, elle était conseillère générale, même vice-présidente. Vice-présidente, oui. Et puis elle est venue à Hénin-Beaumont. Et c'est là, à Hénin-Beaumont, qu'elle a véritablement ouvert les portes de la mairie à Marine Le Pen. Parce que quand l'affaire d'Avonjuil est éclatée, il est parti en prison, on pouvait réélire un nouveau maire, dans la majorité existante, et la municipalité aurait poursuivi son action. Et je pense que c'était quand même des gens assez expérimentés, ils auraient été capables de gérer des affaires. Tandis que là, elle a fait démissionner un tiers du conseil municipal pour provoquer une nouvelle élection et donc permettre au Front National de rebondir d'une manière assez puissante. Alors on a eu la chance, comme c'était une élection partielle, il y a eu une mobilisation nationale, Danny Boone, etc., tout le monde est venu, et le Front National a vraiment raté de peu cette marche. Mais c'était fini,
c'était fait, l'équipe qui était arrivée en place, quelles que soient les bonnes volontés des gens, elle allait inévitablement, elle ne pouvait pas remonter le handicap. Et je pense que c'est de la responsabilité de Marine Weinnemann, parce qu'elle a non seulement fait démissionner, provoqué une nouvelle élection, mais les gens qu'elle a fait démissionner n'ont pas voulu d'elle comme tête de liste, donc elle est partie. Et le Parti Socialiste, pour la récompenser de son grande lutte contre le Front National, contre son combat contre Marine Le Pen, que voulez-vous qu'il fasse? Il l'a sanctionnée? Mais non, on lui a donné une médaille, elle est aujourd'hui sénatrice de Paris. Quelle leçon vous tirez de cette histoire où vous avez à un moment donné le moyen d'influer dans les options politiques qui sont prises et où finalement vous n'y parvenez pas? Qu'est-ce que vous en tirez comme leçon? Si vous crachez dans la soupe, vous ne retrouvez plus de boulot. Parce que tout est contrôlé, était contrôlé. C'est peut-être moins vrai que celle-là. Voilà, mais à cette époque-là, tout était contrôlé par le Parti Socialiste. Donc tout le monde se taisait. Tout le monde se taisait. Mais je crois que là, c'est la première fois que quelqu'un du Sérail, je dirais, du Nord-Pas-de-Calais, dit non. Stop, on arrête ces pratiques qui étaient tolérées avant le financement public des partis politiques, mais aujourd'hui, je veux dire, non, on rentre dans le rang et point, c'est tout. Et la nouvelle génération d'élus, même socialistes, tout pour confondre, je crois qu'il y a des gens qui ne font pas partie de l'école du pot de vin, comme je... Alors c'est vrai, Jean-Pierre Cruzet, que notamment dans l'ancien secteur minier, dans ces points forts du Parti Socialiste, il y avait bon nombre de cas à l'époque où il y avait des pouvoirs très autoritaires qui s'affirmaient et qui reposaient souvent, pour des questions que vous venez de dire, de financement de campagne, mais pas seulement, sur des facilités financières que s'octroyaient ces hommes forts du système. Si vous voulez, il y a eu les lois Rocard, les lois Rocard sur le financement public des partis. Avant, il y avait des officines, pour l'UMP, enfin le RPR, le PS, le PC, etc., qui collectaient les fonds. C'est-à-dire qu'ils allaient voir les entreprises, vous voulez tel marché dans telle commune, vous versez tant. Ces sommes collectées étaient redistribuées. Un tiers était conservé par l'officine, pignon sur rue et tutti quanti. Un tiers était donné aux élus, à l'élu, et un tiers était donné à la fédération du Parti Socialiste. C'était le même schéma pour le PC, etc. Alors ces élus qui touchaient un tiers, ça représentait des sommes, je peux vous le dire, ils utilisaient ces sommes pour quoi faire? Bien entendu, c'est là que je parle de pot de vin, l'école des pots de vin. Un tiers pour assurer leur réélection, donc créer une clientèle, ils achetaient des voix, une clientèle pour des multiples services, des emplois. Et puis ils touchaient cet argent pour faire de la com, parce qu'il faut faire de la communication pour donner une image. Bon, puis il y en a qui peuvent l'utiliser aussi parce que c'est pas parce que vous êtes élu que vous avez fait vœu d'être moine franciscain. Je veux dire, et puis un petit peu, peut-être quelquefois, pour aider les gens. Bon, parce qu'il faut se donner bonne conscience aussi. Donc ça, c'est l'école du pot de vin. Alors ces élus, du jour au lendemain, on leur dit non, c'est fini le système. Vous ne touchez plus rien. Dorénavant, il y a un financement public. C'est le parti au niveau national qui tient l'argent. Et puis qui redistribue aux fédérations. Et les fédérations disaient, pas de souci, on paiera vos campagnes, on vous aidera dans les campagnes, mais ils n'ont plus rien dans leur porte-monnaie à eux. Donc de là, cette volonté de recréer localement des micro-partis, des micro-officines. Jean-Pierre Cruzet, donc l'affaire d'Hénin Beaumont, un miracle judiciaire est-il possible? L'affaire d'Hénin Beaumont, un miracle judiciaire est-il possible? Un livre de Jean-Pierre Cruzet. Jean-Pierre Cruzet, vous l'avez bien expliqué combien, notamment Hénin Beaumont, c'est une ville qui est maintenant gérée par le Front National. Visiblement, vous n'y mettez pas de jugement moral. Je ne porte pas de jugement, parce que je ne pense pas que des acteurs comme Gérard Davongeville ou Guy Mollet ou d'autres, enfin tous ceux qui ont été mis en examen et même condamnés, ont dans leur ADN une sorte de volonté de nuire ou de voler l'argent. Je pense qu'il y a tout un contexte qui fait que des individus se retrouvent et puis par la force des choses mettent la main dans le pot de confiture. Et le politicien qui vit que de la politique, il fait tout pour être réélu parce que sinon il n'est plus rien. C'est peut-être là, il faudra peut-être réfléchir aussi sur le statut des élus, ou bien faire l'inverse, qu'il n'y ait pas de statut d'élu, et puis qu'on change tous les ans, et puis une fois pour toutes, etc. Oui. Et puis il y a peut-être aussi, il faut le reconnaître, le fonctionnement de l'administration municipale, territoriale, je pense, qui est complètement inadapté.
à la réalité, à la nouvelle réalité. Dans une collectivité, il y a un Dieu, c'est le maire, il fait ce qu'il veut. Il y a des règlements, mais il fait ce qu'il veut. Il n'y a pas de contre-pouvoir. D'autant plus que les fonctionnaires territoriaux qui sont proches, qui sont dans l'exécutif, sont sur ce qu'on appelle des emplois fonctionnels. C'est-à-dire qu'ils sont à disposition du maire. Si le maire dit bon, tu es pas content, faut que tu t'en. Ils peuvent les renvoyer. On est sur des emplois fonctionnels. Alors je pense que c'est là le vrai problème. Il faut changer le statut des hauts fonctionnaires de la fonction publique territoriale. Il faut leur donner ce côté garant de la moralité, de la légalité des décisions qui sont prises dans les collectivités locales, et on réduira de 95 à 96% de toutes les dérives auxquelles on est constaté aujourd'hui, de détournement de fonds, d'escroquerie, tout ce que l'on veut, que ce soit à droite ou à gauche. Je pense qu'il faut diversifier l'offre auprès des citoyens. Les partis politiques aujourd'hui gagnent par défaut. Parce que, vous savez, si vous n'avez pas quelqu'un qui vient et qui propose une alternative, ceux qui votent, ils votent pour ce qui est présenté. Mais c'est difficile, c'est très difficile ce combat d'essayer d'expliquer qu'on peut être crédible, aussi crédible en dehors d'un parti politique que par... on est à la fin d'un système de fonctionnement démocratique où c'est fini. Et partout, un peu partout, dans tous les domaines, au niveau de l'agriculture, au niveau de l'économie, au niveau de l'éducation, au niveau du... émergent comme ça des alternatives, des solutions, et tous ces petits ruisseaux vont finir un jour par se retrouver, et on aura sans doute la plus grosse révolution, le changement de paradigme, comme disait Stéphane Hessel dans son bouquin Indignez-vous, parce que les citoyens de plus en plus vont prendre conscience que le changement c'est eux. C'est chez eux, c'est eux, l'organisation de la citoyenneté, le mouvement citoyen qui offrira une alternative adaptée au monde où l'on est et avec tous ces concepts de développement durable, etc. Voilà, vous avez appris beaucoup de choses pendant le temps qu'on vient de passer avec ces deux invités. Jean-Pierre Cruzet, auteur du livre L'affaire d'Hénin-Beaumont, un miracle judiciaire est-il possible, paru aux éditions Sésame Éditions. Merci de votre écoute, bonne semaine et on se retrouve pour un prochain numéro de Samedi Info.